Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Resident Evil, la série live action de Netflix. Je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous présenter les différents personnages, les différents acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes. Je ne rentrerai donc pas à nouveau dans le détail, je vous encourage à aller voir ces vidéos-là. Je vais tout de suite passer au synopsis complet. Une première partie sans spoilers narratifs où je vous parlerai des points faibles et des points forts, et une autre partie où je vais absolument tout vous révéler. Qu'est-ce qui est éventuellement canon, ou en tout cas qu'est-ce qui est commun avec les jeux vidéo, quels sont les easter eggs, les événements qui se déroulent tout au long des 8 épisodes, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite. Une chose est sûre, je me suis régalé, c'est allé au-delà de mes attentes. En même temps, je n'attendais pas grand-chose après avoir été déçu par Welcome to Raccoon City. Moi qui suis très fan des films de Paul W.S. Anderson, j'avoue que j'attendais quelque chose qui me surprenne. Et donc, de ce point de vue-là, je n'attendais pas grand-chose de la série au vu des informations que l'on avait. Le moins que je puisse dire, c'est que d'épisode en épisode, même si c'était pas parfait, j'ai été enchanté par les surprises que les scénaristes nous ont réservées. Mais venons-en d'abord au synopsis. En 2022, Jade et Billy Wesker, les filles de Albert Wesker, elles sont sœurs jumelles, elles sont nées de mères porteuses, elles déménagent à New Raccoon City, en Afrique du Sud, pour le travail de leur père. Celui-ci travaille en effet pour Umbrella Corporation et sa présidente, Evelyn Marcus. 2036, 14 ans après, la fin du monde a eu lieu. 14 ans après la fin du monde, ses deux sœurs, Jade et Billy, ont été séparées. Et Jade, elle, cherche à comprendre si le virus a muté et s'il y a éventuellement un remède pour remettre le monde en état. Du coup, la série va alterner entre les deux timelines et on va apprendre à la fois comment la fin du monde a eu lieu, ce qui est arrivé aux deux sœurs durant ce laps de temps et pourquoi elles ont été séparées, dans quelles conditions. Bien évidemment, on va en apprendre aussi sur ce qui s'est passé avant 2022, c'est-à-dire les événements antérieurs à la série, ou plutôt les événements qui éventuellement se sont déroulés dans les jeux. Est-ce que justement ça a été modifié ou est-ce que c'est fidèle? Mais ça, je vous en parlerai dans la partie avec spoiler. Alors, une adaptation, il faut vraiment le préciser, et ça c'est pour toutes les adaptations de jeux vidéo, parce que bien souvent les gens, les critiques, en ne sachant pas à qui ça s'adresse, une adaptation ne s'adresse pas en priorité aux gamers, ça s'adresse aux gens qui ne connaissent pas une licence de jeux vidéo, à la fois pour ouvrir, et donc c'est normal d'adapter librement, pour ouvrir sur des gens qui ne connaissent absolument pas le scénario des différents jeux. Il faut dire que les Resident Evil, entre les opus numérotés et les spin-offs comme les Resident Evil Révélation, les Outbreak, les Survivor et tous les autres jeux, il faut dire qu'il y en a quand même une pelletée. Et donc, une adaptation, que ce soit de Resident Evil ou de n'importe quel autre jeu vidéo, se doit d'être accessible au grand public. Donc forcément, on ne peut pas faire quelque chose de fidèle à 100%. Il faut parfois faire des raccourcis, compiler, changer de temps à autre les timelines, changer certains événements. Mais il est vrai que les joueurs préfèrent quand c'est fidèle. En même temps, il y a d'autres joueurs qui n'aiment pas quand c'est fidèle parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de surprise. Une adaptation est toujours très compliquée pour essayer de contenter tout le monde. Donc, dans le meilleur des cas, il faut qu'une adaptation soit qu'il y ait une grande liberté tout en respectant l'ADN. Et l'ADN, elle est respectée dans cette série. Après, on va en parler, puisque la série est très orientée côté action. Ça n'empêche, ça n'est pas contradictoire avec l'ADN de certains jeux Resident Evil. Malheureusement, on va avoir toute une tripotée de rageux sur les réseaux sociaux alors que la série n'est pas encore sortie, qui vont nous dire tout un tas d'insultes. Bon, ces gens-là, personnellement, je ne leur accorde aucune importance et leur avis m'importe peu. Et je pense que pour vraiment apprécier une série, vous devriez ne pas du tout écouter les rageux qui vous dissuadent de regarder tel ou tel film, telle ou telle série, parce que eux estiment que ça ne va pas être bon. Faites-vous votre propre avis. Et ça, quel que soit le film ou la série, adaptation de jeux vidéo, blockbuster, super-héros, peu importe, faites-vous toujours votre propre avis et jugez ce que vous avez vu
ce que vous avez écouté, ce que vous avez entendu vous-même en entier et pas les on-dit. C'est toujours terrible et en général, ces gens-là sont très malveillants. Donc, les reproches des rageux, on s'en fout. Maintenant, faisons-en juste aux adaptations précédentes. Les films de Paul W.S. Anderson, qui malgré toute leur adaptation libre, le fait qu'ils ne soient pas fidèles, étaient très fun. Ils avaient cartonné au box-office. Certes, c'était des films à la gloire de Milla Jovovich. Alors moi, pour qui Milla Jovovich est mon actrice préférée, je ne peux qu'être content, mais il est vrai que ça n'avait pas grand-chose à voir avec les jeux, surtout à partir de Resident Evil 3, c'est-à-dire Extinction, le troisième film. Pour autant, les films avaient marché malgré toutes les critiques. Il y a eu ensuite, donc l'année dernière, en 2021, Welcome to Raccoon City, qui se voulait beaucoup plus fidèle. Et il est vrai que le film était beaucoup plus fidèle dans son scénario, au niveau de ses personnages. Mais malheureusement, il a déçu, et moi aussi j'ai été déçu, parce que le traitement de certains personnages ne correspondait pas du tout au jeu, et parfois on se demande si le réalisateur scénariste était vraiment fan de certains personnages et voulait leur rendre honneur. On n'avait pas toujours l'impression. Et donc, les critiques qui ont été faites sur les adaptations précédentes, on va les retrouver ici aussi. Elles ne sont pas toutes injustifiées, mais certaines le sont. On va commencer par les points négatifs. Ce qui faisait peur aux gens, c'est le wokisme. Qu'est-ce que le wokisme? Ce qu'on appelle le progressisme, tout ce qui est militantisme, LGBT, féminisme, Black Lives Matter, vegan, animaliste antispéciste, cancel culture, tout ce que l'on a dans le package de la bien-pensance 2022. Et c'est vrai que Netflix sont les champions de ce genre d'idéologie. Et malheureusement, on ne peut pas échapper, Netflix oblige, à quelques clichés woke. On a par exemple l'ado rebelle vegan qui se trouve une cause de défendre les animaux qui sont expérimentés en laboratoire. Alors, en soi, c'est pas un mal, bien évidemment, de défendre ce genre de cause. On a aussi le cliché donc d'une famille avec les deux mamans qui sont LGBT et qui ont un garçon. Bon, c'est absolument pas nécessaire au scénario, mais comme on est en 2022, bah, il faut que toutes les minorités se sentent que toutes les minorités se sentent incluses dans une série. C'est absolument pas nécessaire, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est parfois désagréable et exagéré, mais c'est comme ça, on est à une ère où malheureusement, si vous voulez y échapper, soit il faut absolument pas regarder du tout, soit il faut pas y accorder trop d'importance, et c'est ce que j'ai fait, je n'y ai pas accordé trop d'importance. Ceci dit, les clichés woke restent quand même anecdotiques. C'est pas non plus le message essentiel de la série. Autre gros point négatif pour le coup, et là c'est dans la réalisation, c'est le choix des musiques. Le choix des musiques est tout simplement ridicule. Mettre des musiques pop, alors oui, on a du Billie Eilish, on a du Skylar Grey, moi j'aime bien ces artistes, mais mettre des musiques pop dans une série qui se veut être une série de zombies horrifiques avec un développement scientifique dans des laboratoires, mettre des musiques pop juste parce qu'on a des ados, c'est assez affligeant et c'est un manque total de créativité. Il aurait mieux valu embaucher un compositeur qui nous livre une partition beaucoup plus glauque, beaucoup plus angoissante. Ça n'est pas le cas, la musique n'est certainement pas le point fort, et le choix des chansons, contrairement à une autre série de Netflix qui était exceptionnelle, Stranger Things, récemment, eh bien ici, sur Resident Evil, le choix des chansons est mauvais. Et même parfois, il enlève de la tension et du drame. Autre point négatif, et donc c'est là où je dis que bien certains en feront ce reproche et je peux pas leur donner tort, c'est que la série est totalement orientée action et très peu horreur. En réalité, il n'y a qu'un seul épisode qui est réellement horrifique. J'en dirai un peu plus dans la partie avec spoilers. Ceci dit, on ne peut pas totalement le reprocher puisque les Resident Evil, à partir du 4, sont devenus très orientés action. Et alors, le 5 et le 6 étaient totalement orientés action. On était très loin des 3 premiers Resident Evil qu'on avait sur PlayStation 1 avec des intrigues, une enquête et du mystère. Là, à partir de Resident Evil 4 et surtout le 5 et 6, c'était de l'action débridée. Et c'est la même chose sur les films de Paul W.S. Anderson et c'est la même chose sur cette série.
Donc ceux qui avaient apprécié ça dans les jeux l'apprécieront en toute logique, en toute cohérence dans la série. Ceux qui ne l'avaient pas apprécié, ils n'auront qu'à pleurer et ils n'auront qu'à aller rejouer au jeu. Je peux les comprendre, bien évidemment. Moi j'aime beaucoup l'ambiance mystérieuse, glauque des premiers Resident Evil. Ceci dit, ici ça ne m'a pas gêné non plus. Et enfin, on a certaines décisions de personnages. Là encore, ça relève de l'anecdotique, c'est 2 ou 3 décisions de personnages qui sont assez incohérentes, des raccourcis scénaristiques, des choses qui ne se justifient pas totalement, qui plombent, disons, la crédibilité des personnages. Mais, encore une fois, ça n'est pas omniprésent non plus. Je vous en parlerai dans les spoilers. C'est pas quelque chose qui va faire que la série est irregardable non plus. Par contre, les points positifs, ils sont beaucoup plus nombreux. Déjà, la série est dépaysante. Elle se passe sur plusieurs continents. Elle se passe sur plusieurs pays. Alors, on a déjà l'Afrique du Sud, puisque New Raccoon City est en Afrique du Sud dans la série. Mais ensuite, on a Londres. C'est comme ça qu'en 2036, on commence la première scène en 2036 à Londres, ou plutôt au Royaume-Uni. Et ensuite, on a le tunnel de la Manche, Calais en France, et puis on a les côtes, on va dire, les côtes, puisqu'on va avoir un bateau, je vous en dirai plus dans la partie spoilers, donc on va avoir pas mal de scènes qui se passent en mer ou sur le rivage. Donc c'est assez dépaysant, on ne reste pas uniquement aux États-Unis, d'ailleurs ça ne se passe quasiment pas aux États-Unis, et ça, pour une fois, c'est une bonne idée. Autre gros point positif, beaucoup de fanservice, mais qui est intelligemment distribué épisode après épisode et surtout qui sert au scénario. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, on rentrerait directement dans les spoilers et dans les spoilers narratifs. Les jeunes actrices maintenant. Alors les jeunes actrices, moi je les ai énormément aimées, malgré voilà le cliché de l'adolescente végane, rebelle, du style L214 de Extinction Rebellion. Bon, malgré ça, ça passe très vite, hein, il faut le dire, ça passe très vite. Malgré ça, j'ai trouvé les 2 actrices, Tamara Smart qui joue Jade et surtout Sienna Agudong qu'on avait vu dans Fast and Furious 9 il me semble. Sienna donc qui joue le rôle de Billy Wesker. Ces 2 actrices sont très attachantes, c'est elles que l'on voit le plus dans toute la série, elles sont de tous les épisodes, elles sont quasiment à 80% à l'écran. Et j'ai trouvé que leur duo était extrêmement bien joué, il y a beaucoup d'émotions entre les deux. Elles jouent aussi bien, voire meilleur que les 2 frangines de The Walking Dead World Beyond. D'ailleurs, il y a énormément, beaucoup de points communs avec The Walking Dead World Beyond, mais elles sont encore meilleures, il y a une vraie alchimie dans le regard, dans la gestuelle, dans les émotions qu'elles peuvent susciter. Alors, bien évidemment, hein, certains trouveront ça... Bon, certains seront imperméables et diront bon c'est le cliché teenage. Moi personnellement je les ai beaucoup appréciées, j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bien développées, on sent l'alchimie entre les 2 sœurs, l'amour fraternel, ça fait plaisir, on sent le soutien entre les 2 et c'est vrai que dans le présent quand elles sont séparées, on essaye de comprendre comment elles ont pu être séparées, comment elles ont pu en arriver là. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, les 2 jeunes actrices qui font Jade et Billy sont excellentes. Ella Balinska, qui joue Jade dans le présent, est très bien aussi. On avait pu la voir notamment dans le Charlie's Angels, que beaucoup ont détesté et que j'ai bien aimé, celui avec Kristen Stewart et Elizabeth Banks et Naomi Scott. Mais Ella Balinska n'est pas forcément l'actrice qui va sortir du lot. Elle aurait pu être remplacée par n'importe quelle actrice, ça n'aurait pas fait de grande différence. Il n'y a pas le petit quelque chose en plus qu'il y avait par exemple chez Mila Jovovich. En revanche, Lance Reddick, lui, il est impeccable. Alors Lance Reddick, vous le connaissez pour Fringe, pour Lost, mais surtout pour la trilogie John Wick, où il fait le concierge, Sharon. Lance Reddick est excellent, surprenant même, touchant parfois. Mais je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment pour la partie spoiler, c'est quand même quelque chose de très important dans le scénario. Disons que la personnalité de Lance Reddick et son jeu d'acteur, il a pu montrer différentes facettes de son jeu d'acteur. Mais ça, ce sera pour la partie avec spoiler. Enfin, la série joue habilement avec le lore, avec l'univers des 8 premiers Resident Evil, puisque les événements des 8 premiers Resident Evil, et ça nous avait été annoncé, sont inclus
de quelle manière, quels événements exactement, ça je vous en dirai plus dans quelques secondes. Et enfin, c'est blindé d'action, d'émotion et le côté expérience scientifique de laboratoire est très présent tout au long des 8 épisodes. C'est vraiment ce côté anxiogène que l'on peut avoir, expérience, seringue, prise de sang, microscope, lieu confiné. D'ailleurs, en parlant de confinement, un parallèle, des allusions, disons, sont faites au Covid. Allusions plutôt habiles. On sent que c'est vraiment une série qui se passe en 2022 et tout ce qui s'est passé dans notre réalité s'est passé dans la série. Et 2036, 2036, les choses ont évolué, ce qui pourrait éventuellement arriver dans quelques décennies si on avait un effondrement et si on avait d'autres épidémies ou pandémies qui seraient encore pires que celles qu'on vient de vivre. Donc la série est plutôt habile pour mélanger le réel et les événements des jeux. Maintenant, on va passer à la partie avec spoilers parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné l'envie de regarder la série. 8 épisodes de 45 à 55 minutes environ. J'ai pas vu le temps passer, j'ai regardé les 8 épisodes d'affilée. C'était un réel bonheur pour moi. Après, si ça vous plaît pas, j'en suis désolé pour vous. Sur ce, on passe à la partie avec spoilers. La couleur de peau de Albert Wesker, c'est ça qui a choqué beaucoup de monde. Pourquoi prendre un acteur afro-américain pour le rôle de Wesker, sachant que dans les jeux, c'est un blond aux yeux bleus qui n'a absolument rien à voir avec le visage de Lance Reddick, qui, à la rigueur, avait été plutôt bien choisi dans les Resident Evil de Paul W.S. Anderson, bon, sans la psychologie développée. Pourquoi Albert Wesker est black dans la série? Ça n'est pas expliqué. Le scénariste nous a dit que ce serait expliqué dans les événements de la série. En tout cas, c'est pas le cas dans la saison 1. Clairement, c'est pas le cas. On aurait pu le remplacer par un acteur blanc. Maintenant, Lance Reddick est excellent. Lance Reddick est excellent parce qu'il joue un clone de Albert Wesker. Alors, le Albert Wesker original, de ce que l'on nous dit dans la saison 1, lui aussi est black. D'ailleurs, il a une allure, on dirait Wesley Snipes dans Blade. Il a même le costume et les lunettes de Albert Wesker dans les jeux. Et il s'est cloné, il a fait 3 clones de lui-même. Le Albert Wesker que l'on va suivre, le père des jumelles, Bert, un autre qui est plutôt touchant, et un troisième qui meurt durant les années précédentes. Et donc, Lance Reddick, avec ses 4 personnages, a 4 interprétations différentes et nous permet de voir toute l'étendue de son talent, à la fois touchant, maladroit, un peu innocent, naïf, puis un autre assez machiavélique, calculateur, froid, un autre plutôt paternel, avec beaucoup de sentiments. Donc on arrive quand même à avoir l'étendue du talent de Lance Reddick, et ça c'est une très bonne chose. Mais pour autant, la couleur de peau n'est pas justifiée par rapport aux jeux vidéo où c'est radicalement différent. Ceci dit, on ne sait pas ce qui sera par la suite dans la saison 2. On a eu tellement de surprises, qui sait, on va peut-être nous sortir encore un Wesker, mais cette fois-ci le Wesker original, bien que le Wesker original, on apprend qu'il est mort en 2009, et en cela, c'est canon avec les jeux. La couleur de peau n'est pas canon, mais tout le reste oui. Et donc, je vais vous dire ce qui est canon. Les événements de Resident Evil 1 à 8 sont canons. L'explosion nucléaire de Raccoon City, qui a rayé la ville en 98, elle est incluse dans le scénario. William Birkin et ses recherches et sa collaboration avec Wesker, c'est dans le scénario. Lisa Trevor est aussi dans le scénario. D'ailleurs, elle porte à peu près le même masque, mais encore mieux fait qu'elle avait dans Welcome to Raccoon City. Evelyn Marcus est la fille de James Marcus. Alors, Evelyn Marcus n'existe pas dans les jeux, mais James Marcus, lui, est un des fondateurs de Umbrella, et Evelyn Marcus est bien sa fille. La mort du vrai Wesker qui a lieu dans Resident Evil 5 en 2009, c'est-à-dire dans un volcan, et bien ici, il est mort de la même manière, sauf qu'il est black. Mais en dehors de ça, voilà, vraiment, c'est absolument pas gênant. C'est toujours une intrigue. Pourquoi avoir pris un acteur black? Mais c'est pas gênant au final. Ceci dit, la série, je pense qu'elle nous réserve encore pas mal de surprises, puisque
on peut voir lors des dernières minutes une référence à Ada Wong, et ça, ce sera pour la saison 2, puisque nos deux jumelles adolescentes, maintenant que leur père s'est sacrifié, puisque Albert Wesker, le père, s'est sacrifié à la fin de l'épisode et les laisse avec son frère clone, Bert, il leur donne avant ça une indication, allez voir Ada Wong, et il va falloir qu'elle se rende au Japon. Et donc ça aussi c'est canon avec les jeux. Ada Wong est au Japon. Le Wesker de la série donc est fidèle dans son allure, notamment le Wesker original qui n'hésite pas à torturer Lisa Trevor. C'est un gros point positif. On a aussi des idées en matière de scénario et de réalisation, des clins d'œil, notamment dans le premier épisode, un clin d'œil à Jurassic Park avec un chien qui vient dans le laboratoire de Umbrella, qui saute sur une table en fer avec les deux jumelles qui sont planquées en dessous. On est clairement sur à peu près la même scène qu'il y a dans les cuisines de InGen dans Jurassic Park 1, où il y a les enfants qui se cachent avec les adultes sous les tables. Donc la scène, c'est du quasiment copier-coller, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'ils ont voulu faire un petit effort. On a une séquence dans l'épisode 4 avec un personnage, une séquence à la John Wick, où le mec tire au pistolet dans les crânes des zombies façon John Wick. Il a à peu près la même démarche dans les fusillades. Et enfin, il y a le bateau que l'on appelle l'université, ce bateau où il y a des survivants en bonne santé, paisibles, qui essayent de qui essayent de reconstruire le monde qui est en perdition. Ce bateau, il est clairement calqué sur l'Arcadia, le même sorte de bateau qui accueille des survivants, l'Arcadia dans les films avec Mila Jovovich, notamment Extinction, Afterlife et Rétribution. Donc on voit que c'est Constantin Film qui est Constantin Télévision ici, la même société qui a produit les films de Paul W.S. Anderson. On sent que c'est eux et ils ont voulu mettre des idées des films de Paul W.S. Anderson, ce qui moi me fait plaisir. Comme je vous disais, on a quelques incohérences scénaristiques, notamment le personnage de Jade adulte joué par Ella Balinska. Durant les 3 premiers épisodes, à un moment donné, elle fuit Umbrella et elle se rend chez un indique à elle et sa femme, qui a l'air d'être une vraie psychopathe. Jade lui dit où elle veut se rendre, notamment à Calais, en France, pour rejoindre le bateau. Quel intérêt de dire ça à une femme que l'on ne connaît pas, qui est psychopathe, qui retient son mari en zombie dans la baignoire, qui lui donne des chats à bouffer et qui a l'air d'être extrêmement suspicieuse, prête à trahir à n'importe quelle occasion? Pourquoi lui dire « je me rends en France » ? Ça n'a aucun intérêt et ça plombe la crédibilité. De même, il y a un journaliste à un moment donné qui enquête et qui est censé enquêter de manière incognito, qui se rend à New Raccoon City, donc il vient de Tijuana jusqu'à New Raccoon City en Afrique du Sud. Il fait tout ce chemin en étant incognito et discret et il enquête à visage ouvert dans sa camionnette. Il se fait flasher par toutes les caméras et il va interroger des jeunes qui font la teuf dans New Raccoon City. Là aussi, le manque de crédibilité est total. Un vrai journaliste ne fait pas ça. Donc, on a quelques décisions de personnages qui sont plutôt mal écrites, mais encore une fois, ça n'est pas non plus à tous les épisodes et ça n'est pas non plus pendant de nombreuses minutes. C'est juste quelques décisions par-ci par-là qui auraient pu être mieux écrites. Enfin, les easter eggs. Alors, on en a 3 qui sont clairement visibles. Les fans des Resident Evil vont peut-être en voir plus. Moi, j'en ai vu 3 qui me sont sautés aux yeux. À un moment donné, dans une pièce, on a une machine à écrire, une vieille machine à écrire toute poussiéreuse, comme dans les jeux. C'est comme ça qu'on fait les sauvegardes. On a le piano qui permet, à un moment donné, aux jumelles dans leur maison, leur père leur laisse des indications, il leur dit de jouer au piano pour révéler une cache secrète. C'est comme dans les jeux où un piano permet d'ouvrir des pièces secrètes. Et enfin, dans l'épisode 4, qui est un des meilleurs épisodes,
on a une secte de psychopathes, de psychopathes assez illuminés qui veulent se mettre au service des zombies, qui pensent que les zombies sont des envoyés de Dieu, qui n'hésitent pas à être cannibales. C'est clairement inspiré à la fois de Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil 8 Village. Voilà pour les easter eggs. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Au final, donc, le verdict, pour moi, c'est une très bonne série de zombies qui met les moyens. On a pas mal de choses que l'on a vues dans les jeux, que ce soit les liqueurs, les zombies, alors on a des zombies qui courent. On a aussi un homme avec un sac en toile sur la tête et une tronçonneuse, hein, easter eggs à Resident Evil 4. Bref, beaucoup de fanservice disséminés ça et là, qui sont parfois faits juste pour le plaisir, d'autres fois qui sont utiles au scénario. La série n'est pas canon du fait de la couleur de peau d'Albert Wesker, mais en dehors de ça, elle aurait très bien pu être canon avec les jeux, parce que tout est pris en compte, et c'est une déferlante d'action sur les 8 épisodes, avec des jeunes actrices qui sont assez attachantes. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Après, si c'est bien évidemment pour dire que la série c'est de la merde alors que vous ne l'avez pas regardée, c'est pas la peine de laisser des commentaires. Ne seront gardés dans les commentaires que les commentaires respectueux et non insultants vis-à-vis de la série ou vis-à-vis de moi-même et de ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi, pour une autre adaptation qui est Resident Evil Extinction de Paul W.S. Anderson. Cette fois-ci, mon analyse complète. Vous avez déjà l'analyse des 2 premiers films, Resident Evil et Resident Evil Apocalypse. Demain, je vous retrouve pour Resident Evil Extinction. Donc, fin de semaine dédiée à du Resident Evil. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ensuite, passez un bon week-end. Ciao tout le monde!